Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Angèle Cambournac. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Angèle Cambournac, qui est responsable éditoriale au Seuil Jeunesse et qui est présente en ce moment même au Salon du Livre et de la Jeunesse et de la Presse à Montreuil. Bonjour Angèle, bienvenue. Bonjour Pauline. Angèle, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours? Comment on devient éditrice jeunesse? Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier puisque avant d'être éditrice jeunesse, j'étais professeure de français dans les collèges et les lycées. Donc ce métier d'éditrice, c'est ma deuxième vie un petit peu. J'ai fait un master de politique éditoriale à Villetaneuse quand j'ai eu 30 ans pour changer de métier. Après une fac de lettres, mais au départ pour être prof, et ensuite donc ce master 2 de politique éditoriale, et ensuite j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai assez vite fait un stage puis un CDD dans des maisons d'édition qui correspondaient très bien à ce que j'avais envie de faire comme livre. Qu'est-ce que vous aimez en étant participante, en étant aujourd'hui ici à Montreuil? Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce salon? C'est un peu la grand-messe des éditeurs jeunesse françaises. Il y a la foire de Bologne qui a lieu tous les ans en mars en Italie. Mais là, c'est vraiment le moment où tous les éditeurs de France se retrouvent. Donc, c'est un moment d'abord très joyeux et convivial parce qu'on y voit aussi tous les artistes, tous les auteurs, tous les illustrateurs avec qui on travaille et qui vivent pas forcément à Paris ou en région parisienne. Et puis, c'est l'occasion de voir un petit peu l'ensemble du paysage éditorial un peu étourdissant du moment. Est-ce que des élèves, des gens, des enfants, des jeunes adultes de Montreuil viennent et participent à ce salon? Énormément. Ce matin, les allées étaient bondées de classes et de jeunes de Montreuil et d'ailleurs, je pense. Et puis ils assistent à des rencontres. Il y a des espaces d'exposition. Enfin, c'est un lieu qui est assez riche pour faire des rencontres d'auteurs, d'illustrateurs, voir leur travail, rencontrer des éditeurs. Donc oui, plein de jeunes. Quel est pour vous l'ouvrage ou le livre idéal à confier, et peut-être selon les âges d'ailleurs, à un jeune enfant de 3-4 ans qui ne saurait pas lire, et puis à quelqu'un qui apprendrait à lire tout seul, et puis à un adolescent? Alors, vaste question. Pour moi, déjà, un bon livre pour enfant, quel que soit son âge, je copie un peu les mots d'un éditeur qui s'appelait Erling Quist. C'est un bon livre tout court, parce que lui, il disait, il n'y a pas de littérature pour les enfants, il y a la littérature. Il n'y a pas d'image pour les enfants, il y a les images. Et je suis très très d'accord avec cette phrase. Donc, un bon livre, c'est d'abord un livre qui les prend pas pour des imbéciles, qui considèrent leur immense intelligence et curiosité et envie. C'est un livre qui ouvre des portes. Ce sont tous ces livres qui n'ont pas peur aussi des questions des enfants, enfin des questions que ça peut réveiller chez eux. Voilà, et puis c'est aussi un livre qui les entraîne, qui les emmène vers d'autres vies que la leur, qui leur ouvre des horizons. Voilà, donc moi je travaille au Seuil Jeunesse, donc essentiellement dans le domaine de l'illustré. Donc nous on fait des livres pour les bébés 0 à 3 ans, qui est un terrain de jeu formidable parce que les enfants à cet âge-là, tout les intéresse, ce sont des véritables éponges. On fait aussi du 3-6, là les enfants sont un peu plus narcissico, égocentriques, c'est surtout leur petit monde qui s'élargit, qui les intéresse. Et puis on fait, dans le champ de l'illustré, on fait aussi une collection super qui s'appelle Le Grand Bain, qui s'adresse justement à ces enfants qui savent enfin lire tout seuls, donc qui ont 8-9 ans. C'est une collection de romans illustrés, léger, drôle, plein d'aventures, mais qui aborde par la bande, jamais de manière frontale ou didactique, des grandes questions qui peuvent animer les enfants. Ça va pouvoir parler, encore une fois, par la bande, de la mort, des religions, du divorce, des migrants, de plein de questions comme ça, qui sont glissées dans un roman d'aventure. Si par exemple je ne sais pas encore lire et que j'ai personne pour me faire la lecture? Normalement, quand même, quand on est tout petit et qu'on ne sait pas lire, il y a toujours un adulte qui gravite quelque part autour de vous, mais qui n'est pas forcément effectivement familier avec l'objet livre. Après, il y a cet endroit magnifique qui est la médiathèque ou la bibliothèque, qui sont, je pense, des endroits où on peut trouver des relais de lecture et des endroits aussi où le livre tombe un peu de son piédestal. Il est à hauteur d'enfant. On peut rester 4 heures dans une bibliothèque en feuilletant des livres. Personne ne va rien vous demander. Et voilà, j'irai là.
Est-ce que vous éditez justement des livres sans texte ? Alors on n'en édite pas beaucoup, on en a fait quelques-uns. Mais c'est un marché qui est difficile, justement pour ces raisons en fait. Je pense que pour s'emparer d'un livre sans texte, faut être très à l'aise avec le livre. Faut finalement ne pas avoir peur de raconter la mauvaise histoire ou enfin l'histoire qui vous traverse. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire oh là là, mais il y a rien d'écrit. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que je lis bien les images ? Il faut une certaine maturité finalement. Oui, on se rend pas compte quand on est très familier des livres, parce qu'on va tout le temps dans les librairies, dans les bibliothèques, mais il y a des gens qui poussent jamais la porte de ces lieux-là. Et pour qui le livre, c'est un truc un peu d'intello, ou compliqué, pas pour eux. Et l'album sans texte, je pense que malheureusement, ça exacerbe ça. Au lieu de libérer, de se dire, il y a rien d'écrit, donc je peux raconter tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mal raconter. Donc, c'est des livres qui sont souvent assez difficiles à vendre. Donc, on n'en fait pas beaucoup, mais on en a fait quelques-uns. On en réédite un d'ailleurs bientôt sur la guerre 14-18, un magnifique grand album de Thierry Dedieu qui est complètement sans texte et avec des images extrêmement frappantes. Et voilà, il y avait cette idée aussi de là, il y a plus de mots sur cette horreur de la guerre des tranchées, et donc on va laisser parler les images. C'est un magnifique champ pour un illustrateur, un livre sans texte, parce que voilà, il peut exprimer, il n'a pas obligé de tenir compte du tout des pavés de texte et il peut s'exprimer librement. De manière générale, vous trouvez d'abord un auteur, un récit, une histoire, et après, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous travaillez énormément avec des illustrateurs, vous trouvez d'abord le texte et ensuite l'illustrateur, et ou concomitamment et ou inversement. Tous les cas de figure existent. Ça arrivait beaucoup plus souvent de recevoir d'abord un texte et ensuite l'éditeur c'est un marieur, hein, donc moi je suis marieuse. Une fois que j'ai un texte, je vais réfléchir à l'univers graphique qui va pouvoir s'allier le mieux avec le texte, apporter un contrepoint, une autre écriture. Mais ça arrive d'abord de plus en plus souvent de recevoir les deux, parce qu'avec le développement des réseaux sociaux et tout ça, les gens se rencontrent en dehors de nous, donc souvent ils arrivent ensemble. Et ça m'est arrivé aussi de faire des livres dans l'autre sens, c'est-à-dire d'avoir un univers d'illustratrice ou d'illustrateur que j'adore, et puis de me rendre compte qu'elle a plein d'images dans ses cartons, et d'appeler une auteure que je connais en disant regarde ce qu'elle fait, il y a toutes ces images, tu veux pas m'écrire une histoire là-dessus? Un album ou un ouvrage ou quelque chose à nous conseiller? Alors, il y a un livre qui vient de paraître au Seuil en octobre que j'adore, qui est un livre documentaire. On fait pas beaucoup de livres documentaires au Seuil jeunesse. On les trie sur le volet. C'est un livre sur les vêtements. Moi, je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans et demi, et je me suis rendu compte à partir de ses 9 ans qu'en fait, je n'avais plus du tout accès à son placard et que la question du vêtement était une question cruciale. Et j'ai eu envie de faire un livre là-dessus. Pourquoi une question cruciale? Parce que on a d'abord complètement changé. Si on revient très très longtemps en arrière, le vêtement devait vraiment être un marqueur de classe sociale, de quel travail vous faites, quelle classe sociale, quel âge vous avez, quel sexe vous avez et tout. On voit aujourd'hui que ça a complètement changé. Enfin, en tout cas, dans l'idée, ça a complètement changé. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. Mais il y a un peu cette idée de le vêtement ne doit plus du tout être marqueur de sexe, le vêtement ne doit plus du tout être marqueur de classe sociale. On va mettre le vêtement le plus cool, ça va être la veste, le bleu de travail qu'on voit chez toutes les petites parisiennes l'été. Donc c'est une question intéressante. Et les enfants sont très sensibles souvent au regard des autres, entre la manière dont ils voudraient s'habiller, la manière dont on les regarde. Donc on a fait un livre documentaire qui s'appelle Choquant, sur cette question du vêtement, avec un auteur formidable qui s'appelle Philippe Nessman, et un illustrateur merveilleux. C'est son premier livre. Il travaille pour la presse d'habitude, qui s'appelle Mathieu Méron, qui a fait de chaque page une surprise. Et voilà, et on aborde toute cette question du vêtement, en quoi finalement c'est un sujet assez politique et assez engagé, cette question du vêtement. La question du vêtement aujourd'hui ou la question du vêtement dans l'histoire? La question du vêtement dans l'histoire et aujourd'hui. Donc c'est à la fois, ça revient évidemment sur des périodes historiques de grands changements, des femmes qui ont enfin le droit de mettre des pantalons, des choses comme ça qu'on connaît, mais aussi plein d'anecdotes très actuelles. Par exemple, le combat des joueuses de tennis pour avoir le droit de ne pas porter que du blanc, parce que dans les périodes où elles ont leurs règles, ça peut être très inconfortable ou gênant. Le vêtement comme objet sociétal. Exactement, ouais, comme objet sociétal. On parle aussi beaucoup de créateurs de mode, évidemment. Enfin, c'est un livre qui est très transversal,
Plein de petites infos à piocher. Évidemment, la question écologique aussi, qui est très très importante. L'impact écologique de la mode et comment réduire cet impact. C'est un livre où on peut aller piocher dedans, on peut le lire du début à la fin et c'est vraiment un chouette ouvrage. À partir de quel âge ? Je dirais à partir du moment où votre enfant ne vous donne plus accès à sa penderie, donc 8-9 ans. Merci Angèle Cambonnac. Merci Pauline. C'était Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Angèle Cambonnac.